Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de l'Asplenium nidus avis, qu'on appelle aussi la fougère nid d'oiseau, originaire de régions tropicales d'Afrique, d'Asie, on la trouve même en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors voici, telles comme on pourrait les trouver dans leur pays d'origine, c'est-à-dire vraiment grandes, comme ça jusqu'à 1,50 m, voire même un peu plus de hauteur. Là, en l'occurrence, on les trouve déjà donc vraiment à maturité, c'est-à-dire que sous les feuilles, ce ne sont pas des graines mais des spores. C'est leur façon donc de se développer, puisque les fougères ne fleurissent pas, mais pour se développer ne font pas des graines mais des spores, qui correspondraient à ce qu'on appellerait des graines pour les autres types de plantes. Voilà, donc vraiment des plantes d'origine tropicale, qui veut dire chaleur, lumière et humidité. Je vais vous montrer l'Asplenium tel que nous le trouvons chez nous, dans nos pays, dans le commerce en tout cas, et du coup la fougère telle comme vous l'avez chez vous. Suivez-moi. On te suit. Donc voilà Rémi, un petit Asplenium. Oui, voilà. Alors, et j'aimerais bien que tu nous montres alors comment déjà, l'entretenir. je n'ai pas dit que cette plante, je disais que c'était une fougère de la famille des Polypodiacées. On l'appelle même, on dirait même que c'est une plante de la famille des Aspleniacées, puisqu'il existe de nombreuses espèces dans le monde, mais la plus connue étant donc l'Asplenium nidus avis. Alors, c'est l'une des fougères les plus faciles d'entretien. Il faudra l'avoir dans une pièce lumineuse, toutefois, mais surtout, bien évidemment, pas de soleil direct. Vous l'imaginez dans son pays d'origine, à pousser donc sous les branches des arbres. C'est une plante qui est semi-épiphyte, donc qui pousse même dans les branches des arbres et qui se développe justement sur les matières en voie de décomposition, sur le compost. En fait, il y a des feuilles mortes qui tombent, forment un compost sur lequel donc ces plantes se développent. Alors tu pourrais nous rappeler ce que c'est qu'épiphyte? Épiphyte, c'est-à-dire que c'est une plante qui se développe sur un support, sur un arbre, sur une branche, mais sans vivre au détriment de l'arbre, c'est-à-dire que l'arbre va lui servir de support, mais la plante ne va pas puiser sa nourriture dans l'arbre. Donc elle est accrochée par les racines? Elle est tout simplement, elle s'accroche, ses racines se développent donc dans justement toute cette matière qui était en voie de décomposition, les feuilles mortes, tout ça qui se sont accumulées sur les branches des arbres. C'est de cette manière que la fougère va trouver sa place. À la différence de chez nous en France où nous avons le gui qui se développe sur les arbres, sur les pommiers par exemple, où là le gui, lui, il n'est pas endophyte puisqu'il est parasite, puisque lui va se développer et puiser sa nourriture dans la sève de l'arbre. Mais là, ce n'est pas le cas en tout cas pour ce genre de plante. Alors, on parlait de lumière, c'est une plante qui va adorer être dans une pièce lumineuse, mais bien évidemment, pas de soleil direct. Voilà, à ce moment-là, vous allez avoir tout simplement des taches qui vont se former, vous allez brûler le feuillage de votre plante. Donc s'il y a un voilage, un rideau, il n'y a pas de souci, la lumière ne brûlera pas. Pour ce qui est de la chaleur, c'est une plante évidemment qui adore la chaleur, donc ça peut aller jusqu'à du 20-24 degrés sans difficulté. Au niveau de température minimum, descendez jusqu'à du 10-12, mais pas en dessous en tout cas. Et pour ce qui sera de l'arrosage, comme toujours, comme toutes les plantes, ne faites pas d'excès d'arrosage. Il vaut mieux à ce moment-là avoir une soucoupe, toujours en permanence de l'eau dans la soucoupe, de manière à ce que par évaporation, l'humidité remonte, et là elle se croira carrément dans son pays. Alors dans une soucoupe ou dans un cache-pot, toujours des billes d'argile, suffisamment d'épaisseur de billes d'argile pour éviter que les racines ne trempent dans l'eau. Puisque bien évidemment, si les racines trempent dans l'eau trop longtemps, eh bien vous allez tout simplement provoquer une asphyxie au niveau des racines, et là inévitablement la plante va dépérir plus ou moins rapidement. Et là Rémi, bon, logiquement elle n'aurait pas besoin d'être empotée, mais alors, pour la vidéo, déjà, supposons que ça en ait besoin, comment on procède? Alors déjà oui, effectivement, on peut juger que là la plante, elle est dans un pot proportionnellement adapté. Elle aurait la place encore de se développer. Une plante en plus que vous allez rempoter dans un pot trop grand, ça ne sera pas joli. Et de toute façon, ça ne servira à rien puisque la plante, d'autant plus que ce genre de plante, adore se sentir serrée dans son pot. Un petit peu encore comme là sur sa branche de son arbre. Finalement, le peu de compost qu'elle trouvait sur sa branche, finalement, ça lui suffit. La racine, ça lui suffit. Et d'ailleurs là, celle-ci, si on la dépote,
eh bien, on voit que le système racinaire, il n'a pas encore recouvert totalement la surface du terreau. On voit encore le substrat, là, hein, le terreau là, qui est visible. Donc, tant qu'on n'a pas vraiment un système racinaire qui est très dense, là, la plante, elle a largement la place de faire ses racines encore dedans. Hein. Mais là, pour montrer un petit peu comment on procède, alors comme toujours, on met dans le fond du pot, alors pot plastique, pot de terre, ça c'est vous qui voyez. Mais je t'ai trouvé que ça. Bon, on a trouvé que ça. L'équivalent en terre, il n'y avait pas. Je le dis et je le répète, le pot en terre cuite étant une matière poreuse, et du coup, il est beaucoup plus facile de faire le diagnostic, savoir s'il faut ou non arroser avec un pot en terre cuite. L'humidité sera beaucoup plus homogène que dans un pot en plastique où parfois le dessus de la terre peut paraître sèche et le fond le sera plus humide, ce qui peut fausser un petit peu le diagnostic. Puisque pour l'arrosage, la fréquence d'arrosage, bien évidemment, va varier d'une saison à l'autre, va varier du temps, s'il y a du soleil ou pas, bien évidemment. Donc, pour juger s'il faut arroser, c'est pas de se dire j'arrose une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Le meilleur moyen de savoir s'il faut arroser, c'est de toucher la terre et de n'arroser que si la terre vous paraît sèche. Alors là, comment on procède? Là, c'est un pot avec différents trous dans le fond. Donc là, on met... Quoi que là, ouais, on peut mettre quelques tessons, mais là, même à la rigueur, on peut mettre directement les billes d'argile. Voilà. J'en mets suffisamment épais, hein, 2 cm au moins. Voilà. Non, on répète, hein, les billes d'argile, c'est pour que l'eau ne stagne pas dans le fond. Dans le fond, hein, pour que la plante ait un bon drainage. Pour éviter la pourriture. Voilà. Alors là, on va utiliser un substrat mélange spécial, mélange plante verte, qui est composé essentiellement de tourbe blonde, tourbe brune et de fibres de coco. Là, en tout cas, on a de la fibre de coco. Et pourquoi pas même rajouter un petit peu de terreau de feuilles ou de terre de bruyère éventuellement. Puisque là encore, hein, je le disais, ces plantes, donc, poussant sous les arbres, donc ont l'habitude d'avoir à leurs pieds tout simplement de la feuille en décomposition, donc un pH terreau de feuille. Donc un pH un petit peu acide. Alors on n'hésite pas, on le dit, hein, on vous le redit, acheter du terreau de bonne qualité, oui, c'est primordial. Voilà, ce qui fera vraiment la réussite de la culture de votre plante, c'est justement d'avoir mis un bon substrat. Voilà. Donc, un petit peu de terre dans le fond. Tu peux nous rappeler aussi la largeur du pot, Rémi, pour toutes les plantes à chaque fois? Alors, quand vous changez de pot, vous prenez un pot de 1 à 2 cm supérieur. Hein, ça ne sert à rien de prendre un pot trop grand. Trop grand. Voilà. Donc là, après... Est-ce que tu veux que je t'aide? Tiens, je te lève les feuilles. On est deux. Voilà. Alors, ce qu'il faut là, bien évidemment, c'est bien appliquer, bien enfoncer tout autour de la motte. Veillez à ce que la terre adhère bien intégralement, vraiment sur toute la surface de la motte. Oui, c'est-à-dire qu'on prend son temps, mais on fait un travail bien fait. Voilà. Non, c'est très important, le travail bien fait. Surtout quand on voit le prix des plantes. Hein. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Et même, c'est quand même une satisfaction personnelle de bien travailler. Voilà. Alors. Donc là, c'est bien. On a fini notre rempotage. Notre rempotage. Là, on pourrait très bien la tremper. Mais là, le pot est un peu grand, donc la mettre dans un pot, dans un seau, ça va faire un peu grand. Donc là, tout simplement, on va arroser comme ça sur le dessus. Et là, de toute manière, dans la mesure où on a la soucoupe dans le fond avec des billes d'argile et en plus suffisamment d'épaisseur de billes d'argile dans le fond du pot, là, il n'y aura pas de risque que la plante ne trempe dans l'eau. Alors, cette plante-là est sujette à quelle maladie? Alors, essentiellement, comme parasite, essentiellement les cochenilles. Donc, la cochenille étant un insecte qui vit sous des petites carapaces et qui se nourrit souvent, alors qui se pose souvent sous les feuilles. On peut aussi la trouver effectivement sur la feuille, la petite carapace là. Mais si souvent c'est sous les feuilles qu'on les trouve. Hein. Là, il suffit de gratter. Hein. Gratter, paf, voilà. Et là, si on avait une loupe, on verrait que sous cette petite carapace qu'on enlève, il y a une multitude de petits insectes qui se déplacent très peu et finalement qui se protégeaient de cette carapace pour piquer la plante, absorber la sève. On en trouve d'autres? Ah oui, il y en a d'autres là, effectivement. Hein. Voilà, ça suce
Là, je pense pas qu'on verra avec la caméra, mais en tout cas, sous cette petite carapace, lui, voilà, je disais, une multitude de petits insectes qui étaient là, qui piquaient la plante, qui suçaient la sève et qui du coup affaiblit la plante. Alors là, quand on a très peu de cochenilles comme ça, bah, du coup, vous voyez, il est très simple de les retirer carrément du bout des ongles. Éventuellement, même ce qui est très bien, c'est, parce que là, vous voyez, il y a encore un résidu, là, il en reste, c'est de prendre du coton avec de l'alcool à brûler ou l'alcool à 90 que vous appliquez dessus, et là, vous allez vraiment les tuer intégralement. Et après, vous prenez un petit vaporisateur et vous vaporisez d'eau, histoire de bien atténuer donc l'effet de l'alcool. De préférence de l'eau de pluie ou de l'eau de source, mais surtout pas d'eau du robinet, puisque là, à ce moment-là, vous allez plutôt tacher les feuilles avec le calcaire de l'eau du robinet. Hein. Puis température ambiante. Hein. Et toujours de l'eau à température ambiante. On va pas se rester à part. Voilà. Alors, pour nos amis piqueurs-suceurs, on a quand même quelque chose pour les éradiquer. Hein. Si vous voulez éviter d'avoir la présence de ça, à ce moment-là, vous pouvez toujours utiliser des bâtonnets insecticides qui font aussi office d'engrais. Et à ce moment-là, pour une plante comme ça, si vous en mettez un tous les mois ou tous les 2 mois, là, vous allez carrément immuniser votre plante. Là, vous n'aurez même pas une cochenille qui s'installera, puisque la cochenille absorbant cette matière active qui circulera dans les feuilles. Donc, c'est un petit peu comme on pourrait presque parler de vaccin pour vos plantes. Hein. Voilà. Et du coup, ce bâtonnet fait aussi office d'engrais. Alors, soit vous l'utilisez comme ça, l'engrais, soit... Comme d'habitude. Comme d'habitude, toujours donc de l'engrais que vous pouvez trouver comme ça, sous forme de granulés, sous forme de petites carottes que vous allez aussi enfoncer dans la terre. Donc c'est un engrais à libération lente qui va agir comme ça, suivant les marques, de 2, 3, voire 4 mois, ça dépend des marques. Absolument. Ou alors le même type d'engrais, mais sous forme tout simplement de granulés comme ça. En petites billes. Et là, dans le mélange terreux que j'avais mis, si vous mettiez ça dans le mélange, ça suffisait largement. Et il faut rappeler, il y a 2 grammes. Et là, vous avez le NPK, c'est-à-dire l'azote, pour vraiment faire pousser bien dans feuille votre plante. Le phosphore, le P pour les racines, le développement racinaire. Et le K pour vraiment la maturité de la plante. Là, je ne dirais pas pour la faire fleurir, puisque c'est une plante qui ne fleurit pas, mais il est quand même nécessaire qu'il ait aussi de la potasse. Hein. C'est un bon équilibre. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a tout dit. Oui. Les cochenilles, tout ça, on a tout dit. Donc, alors si on t'écoute, là, normalement, notre plante devrait pousser et puis même bien pousser. C'est vraiment une plante très facile. En appartement, on peut. Là, elle faisait combien? Celle-là, facilement plus d'1,50 m. Là, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, plus d'1,50 m. Mais ne vous attendez pas chez vous à avoir des plantes qui poussent de cette taille-là, ou alors il faudra quand même de nombreuses années. Et puis là, je dirais que c'est quasiment, si vous avez une serre ou une véranda vraiment très bien exposée, chaude et humide. Mais déjà, si on peut les garder, en vie déjà. Voilà, c'est une plante, vous allez plutôt avoir une plante qui fera 60 cm, 80 cm de hauteur, ça sera déjà une belle plante. J'ai oublié une chose, c'est que vous pouvez, comme beaucoup de plantes vertes, n'hésitez pas à la sortir pendant l'été si vous le souhaitez, mais par contre là, à l'ombre, sous les arbres, comme dans son pays, sous les arbres. Et là, elle aura tendance à refaire encore des feuilles beaucoup plus rapidement que si vous l'avez à l'intérieur. Hein. Voilà, je crois que tout est dit. Merci. À bientôt.